est lancé. Alors, avant de répondre à vos questions, j'aimerais bien réexpliquer deux, trois petites choses, faire quelques annonces, et puis je réponds à toutes vos questions. Donc aujourd'hui, c'est le dernier cours de mécanique. Alors, je sais bien qu'on en avait déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais bien redire certaines choses pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, la première chose, c'est que c'est vraiment le dernier cours. Il n'y aura pas de séance de questions-réponses. Par contre, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez vraiment pas à envoyer un mail ou à m'écrire directement sur Teams. Pour moi, c'est pareil, je vois les deux. En me disant, voilà, monsieur, j'ai essayé de faire ça ou j'ai pas compris telle partie ou quoi. L'idéal pour moi, si vous n'arrivez pas à faire un exercice, c'est que vous m'envoyez une photo de votre résolution. Ça ne doit pas être une œuvre d'art, hein. Vous essayez de le faire, vous n'y arrivez pas, vous faites une photo et vous dites, voilà ce que j'ai fait, monsieur, j'y suis pas arrivé, est-ce que vous pourriez me dire ce qui n'a pas été? C'est nettement plus bénéfique pour vous. Comme ça, au lieu de vous expliquer tout, je vous dis juste, ah ben écoute, ça c'était parfait, mais là par exemple tu as oublié un carré, ah ou alors c'est ça que tu n'as pas compris et je peux réexpliquer juste une partie. C'est pas pour vérifier que vous ayez fait l'exercice, c'est vraiment pour vous donner un feedback personnalisé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas organiser de séance de questions-réponses, parce que je préfère organiser des séances de questions-réponses avec chacun d'entre vous. La seule chose, c'est que si jamais vous m'envoyez tous la même question, peut-être qu'à un moment, je dirais, bon, ok, vous êtes 20 à m'avoir envoyé un mail sur un exercice ou quoi, je vous propose une réunion le mardi, j'invente, pour discuter de ça, mais de base, il n'y aura pas de séance prévue. Mais c'est pas pour ne pas répondre à vos questions, c'est parce qu'on répond déjà tout le temps à vos questions. Bon, on va quand même arriver à Noël. Donc typiquement, si vous m'envoyez une question le 24 au soir, vous attendez pas à avoir une réponse le 24 au soir. À ce moment-là, je mangerai de la dinde. Pareil pour le 25, je serai en train de digérer. Donc essayez d'envoyer vos questions un peu à l'avance. Typiquement, j'ai reçu une année 24 questions d'un étudiant la veille de l'examen. Alors déjà, 24 questions, ça me prend un temps monstre à répondre. C'est un peu trop d'ailleurs. Et la veille de l'examen, enfin, faut pas rêver non plus, quoi. Donc envoyez-les le plus tôt possible. Si jamais je ne réponds pas le jour même, bon bah, je suis humain, je fais d'autres choses aussi, j'ai envie de profiter de mes vacances. Donc, vous étonnez pas trop. Si par contre, après 2-3 jours, j'ai pas répondu, n'hésitez vraiment pas à me renvoyer un mail. Ce serait possible, normalement ça devrait pas arriver, mais ce serait possible que j'ai par exemple commencé à répondre et puis que j'ai oublié d'appuyer sur envoyer ou que je me sois pas rendu compte ou que j'ai pas eu de notification sur mon GSM, que je l'ai vu mais que ça a été perdu dans plein de messages de joyeux Noël par exemple ou des trucs comme ça. Et donc si après 2-3 jours vous n'avez pas de réponse, dites-vous tiens c'est bizarre et envoyez-moi un petit rappel en disant ah monsieur est-ce que vous avez bien vu tel mail? Il n'y a vraiment pas de souci à faire ça, ça m'énervera pas. Je dis pas pour les autres profs, hein, mais dans mon cas, si après plusieurs jours vous n'avez pas de réponse, dites-vous que c'est pas normal et renvoyez-moi un petit mail, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour les réponses aux questions de mécanique. Comme on est à la fin de l'année, donc on est un peu en mode clôture. Et donc, qu'est-ce qui reste? Alors, ce qui peut vous intéresser, c'est les points bonus. Alors, rappelez-vous, les points bonus, ça vous donne jusqu'à 2 points en plus à l'examen. Ces points bonus, on va vous laisser jusqu'au 3 janvier inclus pour le faire. Le 3 janvier, c'est la fin des vacances de Noël, du blocus de Noël. L'examen, on ne sait pas encore, c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit, mais a priori, c'est le 11 janvier. Vous devrez recevoir votre horaire bientôt. Je m'attendais à ce que vous le receviez déjà vendredi, mais apparemment, c'est plus compliqué à créer que ce qu'on pensait. Mais il devrait arriver prochainement. Mais pour l'instant, en tout cas, l'examen de MECA, c'est le 11 janvier. Terminez tout ce qui peut vous donner des points bonus pour le 3 janvier. Du coup, comme il y aura déjà le début de la session, etc., on n'aura pas nécessairement le temps de calculer vos points bonus avant l'examen. On aura sans doute le temps de le faire après quand on aura corrigé. Et donc, vous ne connaîtrez pas les points bonus que vous avez avant d'avoir votre code final. On vous les donnera, donc à la fin, vous aurez un détail de, voilà, vous avez par exemple eu 11 sur 20, dont, j'invente, hein, mais 7 points qui viennent de l'examen, 1,5 point qui vient de la cotation permanente et 0,5 points qui vient des points bonus. J'invente un peu, mais voilà, vous saurez à l'examen, à la fin, combien vous avez eu grâce à chaque partie, mais vous ne saurez pas combien vous avez grâce aux points bonus avant l'examen. Pour la cotation permanente, par contre, voilà, vous deviez la finir pour aujourd'hui. Le temps que tous les groupes finissent, on sera samedi. Et donc samedi, ou peut-être le temps que je le fasse dimanche ou lundi, mais fin de cette semaine-ci, fin de ce week-end-ci, là je vous enverrai combien vous avez eu pour la cotation permanente.
Pourquoi? Parce que si vous avez 0 pour la cotation permanente, vous ne pouvez pas passer l'examen. Maintenant, attention, 0 à la cotation permanente, ça veut dire avoir eu 0 à tous les tests qu'il fallait faire après tout ça. Et donc, si vous avez même juste répondu une fois à un truc qui était bon dans les 5 dernières semaines, c'est bon, hein, vous n'avez pas 0, vous pouvez venir passer l'examen, etc. Il n'y a pas de souci. Mais comme ça pourrait dire à certains qui passent pas l'examen et que c'est trop important, on ne sait jamais qu'il y a eu une erreur, donc vérifiez quand même, hein. Si vous avez 0 et que vous dites mais c'est pas normal, je les ai faits, contactez-moi. Normalement, il n'y aura pas d'erreur, mais contactez-moi, on ne sait jamais. Et c'est pour ça que ça, on vous la donnera déjà vers le 12 décembre, le 14 au plus tard. Dans les points bonus, donc, il y avait tout ce qui était avant tout ça, jusqu'au chapitre de la cinématique inclus. Et il va y avoir, cette semaine-ci, j'attends que le service audiovisuel de l'EFEC monte la vidéo, une vidéo de l'expérimentarium. Alors l'expérimentarium, c'est un endroit avec plein d'expériences de physique à l'ULB, où j'aime bien vous amener habituellement en fin d'année. On n'a pas su y aller cette année-ci, ça me rendait un peu triste. Et donc j'ai décidé d'aller là-bas filmer pendant toute une journée des expériences. Vous avez déjà eu suffisamment de travail de mon point de vue avec la cotation permanente. Je suis conscient que ce cours vous demandait beaucoup de travail à la maison. Et donc j'ai décidé que cette partie-là n'était pas obligatoire à regarder. Je pense que ça vous intéressera, que ce sera chouette, il y aura des expériences, vous me verrez un peu faire l'imbécile. Et donc je pense que ce sera chouette pour vous, mais j'ai décidé de le compter dans les points bonus. Donc vous le faites, ça rajoute des points bonus. Vous le faites pas, ben c'est pas grave. Ça va? Et ce sera un petit pourcentage, hein, c'est juste une vidéo comparée au reste. Donc c'est à vous de voir, mais je pense que ça vous amusera et que ça vous permettra peut-être de mieux visualiser certains concepts, de vous rendre compte que ce qu'on a vu, ça a des applications. Et donc voilà, je vous l'encourage. Je ne sais pas encore la durée que ça durera, mais ça doit être une demi-heure, quelque chose comme ça. Il y a une douzaine d'expériences. Voilà. Donc ce qui va arriver sur Moodle, c'est ces vidéos-là. Vous m'aviez demandé, vous ou un autre groupe, je ne sais plus, si vous pouviez avoir un ancien examen. J'en ai discuté avec les collègues et la réponse est oui. On va vous passer un ancien examen, mais juste avec les réponses finales, pas avec les corrections. Maintenant, comme d'habitude, si vous n'arrivez pas à avoir la bonne réponse finale, vous pouvez m'envoyer un mail en disant, voilà, monsieur, j'ai essayé de faire ça. Est-ce que vous pourriez me dire où est mon erreur parce que j'arrive pas à la bonne réponse? Ça, c'est la deuxième chose qui va là-dessus. Et la troisième chose, c'est l'évaluation des enseignements. Donc, on va vous demander de dire ce que vous avez pensé du cours, s'il y a des choses que vous aimeriez bien améliorer, ce que vous avez pensé des profs, ce que vous avez pensé des lives, etc. Moi, ça m'intéresse énormément d'avoir votre feedback. Ce sera anonyme, donc si vous avez envie de dire que c'était horrible, que je donne très mal cours, que ça c'était très mal fait ou quoi, il faut pas hésiter, j'aurai vraiment pas votre nom. Je sais pas le trouver ni rien. Et nous, ça nous intéresse très fort. Alors pour vous, malheureusement, c'est trop tard, mais comme ça, l'année prochaine, on sait ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer. Alors pour des raisons pratiques, on le fait avant l'examen. Parce qu'on sait bien que si on vous le demande de le faire après l'examen, vous allez oublier. Mais n'hésitez pas si vous avez envie de nous envoyer un mail après l'examen en disant ah monsieur, je trouvais que l'examen, on n'était pas bien préparé ou quoi, à nous le dire. Voilà, je vous donne pas de points bonus pour remplir ça, mais je vous demande vraiment sincèrement de le faire. J'enverrai un mail une fois que ce sera sous Moodle. Nous, ça nous aide beaucoup. Cette année-ci, le cours est 100% nouveau quasi, à part les exercices, mais toutes les vidéos sont nouvelles, tous les exercices supplémentaires sont nouveaux. Tout ce qui est cotation permanente, c'est nouveau. Le fait de donner en live, moi avec la tablette, Monsieur Van Larbeek avec son tableau qui filme, c'est nouveau. Et donc ça nous intéresse vraiment très très fort d'avoir un feedback pour savoir si on continue comme ça, si on change. Pour vous donner une idée de l'importance des feedbacks, l'année passée, j'ai demandé aux étudiants s'ils préféraient des vidéos explicatives ou s'ils préféraient un syllabus, où c'est expliqué par écrit. Et ils ont tous plus ou moins dit, ah bah monsieur, nous on préfère quand vous expliquez, c'est plus simple à suivre, il y a plus de détails, alors que lire parfois on comprend pas. Et c'est de là que nous est venue l'idée, on a décidé de pas faire de syllabus et on a décidé de faire des vidéos. Euh, voilà, maintenant si vous, cette année-ci, vous dites en fait, mais non, mais les vidéos c'est incompréhensible, essayez plutôt de faire un syllabus, bah, on va peut-être se lancer sur un syllabus l'année prochaine. Voilà, moi je suis un jeune prof, donc le cours je suis en train de le construire. Sans votre aide, je sais pas faire un bon cours. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire là?
Non. Non, c'est clair? Oui. Ok, alors comme vous êtes souvent nombreux à me poser la question, j'aimerais bien parler un petit peu du blocus. Donc ça, c'est le calendrier. Je ne sais pas si vous y avez accès. J'ai demandé à ma directrice si vous y avez accès, elle m'a pas encore répondu. Vous avez déjà vu ce calendrier, à part moi qui vous l'ai peut-être montré? Non. 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 Ok. Il n'est pas évident à lire et vous voyez, la première chose que je tiens quand même à dire, c'est que ça date du 25 mai. Donc normalement, ça va pas changer, mais avec le coronavirus, on ne sait jamais. Donc prenez peut-être pas ça au jour près, mais pour l'idée. Donc nous, on est cette semaine-ci, la semaine du 7 décembre. Ça veut dire que vous avez encore une semaine après. Et puis en gris, vous avez ici quelque chose qui s'appelle vacances. J'aime pas du tout le mot vacances, mais voilà, vous avez 2 semaines ici de vacances. Je vous conseille de présenter ça à votre famille, à vos amis, à vous-même, comme un blocus, pas comme des vacances. Pour moi, une fois qu'on est dans le supérieur, le blocus, il joue au moins pour 50% de la réussite de l'année. Vous avez beau bien travailler pendant l'année, si vous faites rien pendant le blocus, ça va pas bien se passer. Si vous faites un très bon blocus, il y a peut-être même moyen de s'en sortir si vous avez rien fait pendant l'année. Le blocus, surtout quand on est en première année, c'est très compliqué. C'est la première fois que ça arrive, on ne sait pas trop comment gérer ça. Pour moi, je vous donnerai 2 conseils. Le premier, c'est d'être honnête vis-à-vis de vous-même. C'est normal d'avoir de l'estime de soi et de pas oser dire à ses parents qu'on n'a pas réussi à travailler, de dire à ses amis oui, oui, si, j'ai travaillé, etc. Ça, c'est vous qui gérez. Mais le plus important, c'est de pas vous mentir à vous-même. Si vous vous dites, moi j'aime bien travailler dans le lit, c'est confort, je me réveille le matin, je reste sous la couette, je sors mon cours et je commence à le lire comme ça. Il y a des gens chez qui ça marche. Il y a aussi beaucoup de gens, j'avais une cousine qui faisait ça, qui s'endorment, juste tout simplement, qui commencent à travailler puis qui se disent, ouais, c'est quand même vachement confortable ce lit et qui s'endort. Et qui se réveillait le matin et qui disait à ses parents, ça a été le travail, oui, 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 j'ai bien avancé et tout. Alors que vous ayez envie de garder la face vis-à-vis de vos parents pour qu'ils vous embêtent pas, soit. Mais le problème, c'est qu'elle continue à faire ça. Et vous devez vous dire à un moment, ok, là, ça fait 2 jours que j'essaie de travailler dans le lit, 2 jours que je m'endors. À partir de demain, je cherche une nouvelle situation, une nouvelle manière de travailler. Moi, il m'a fallu, allez, je dirais 1 an pour trouver ce qui me convenait. Ce qui convenait pour moi, bon, ici, ça va pas être possible avec le coronavirus, mais c'était d'aller travailler à l'étude dans les bibliothèques à l'ULB. Pourquoi? Ben, simplement parce que quand j'étais là-bas, je prenais quasi pas de pause. Quand j'étais chez moi, je prenais une pause, je commençais une nouvelle série. Ça, c'est la meilleure idée, hein. Vous vous dites, allez, je regarde un épisode, allez, mais 2, c'est pareil. Et puis finalement, vous vous dites, tiens, j'ai regardé 20 épisodes, 20 fois 40 minutes, ça fait quand même beaucoup, non? Et donc, j'allais à l'étude où là, ben, j'avais pas de PC. Quand je prenais des pauses, je sortais de l'étude et je me disais, mais il n'y a rien à faire, puis je retournais travailler. Ça, c'est ce qui me convenait à moi. Je connais des amis où ça leur convenait de travailler avec d'autres personnes. Comme ça, ils se motivaient l'un l'autre. J'en connaissais d'autres qui allaient travailler en bas. Il y avait plus de bruit, il y avait leur famille qui était là, ça faisait du bruit, mais au moins, ils sentaient la pression de la famille. Voilà, soyez honnête vis-à-vis de vous-même et trouvez quelque chose qui vous permette de travailler. Et réagissez vite. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est que vous vous dites, allez, le 21, c'est le début, relax. Et du coup, vous faites rien. Mais vous vous dites, je m'y mettrai le 22. Arrivé le 22, vous rangez votre bureau. Ça, c'est le grand classique quand vous commencez à étudier. On range son bureau, on met bien, on taille ses crayons, on se fait un chouette espace de travail. Et puis, on a pris toute la matinée pour faire ça et on se dit, waouh, j'ai bien travaillé, mais donc, en gros, vous n'avez rien fait. Arrivé le 23, vous réalisez que le lendemain, c'est Noël. Et bon, le lendemain, c'est Noël, je vais quand même aider un peu, préparer des trucs et tout. Et le 24, ben, c'est la veille de Noël, donc vous aidez en cuisine. Et le 25, vous digérez. Du coup, vous vous retrouvez le 26 et vous avez perdu une semaine de votre blocus. Et ça va très vite parce qu'il n'y a que 2 semaines. Donc vous avez perdu 50% de votre temps d'étude. Donc je vous encourage à essayer de vous faire un planning et à essayer de vous y tenir. Moi, je faisais mes plannings à l'envers. Par exemple, je me disais, j'ai examen de méca le 11 janvier. Ça veut dire que le 10, je veux étudier méca et le 9 aussi. Ça veut dire que là, j'ai déjà 2 jours de méca et vu méca, j'ai l'impression qu'il va me falloir 5 jours pour l'étudier. Donc je vais consacrer 3 jours de mon blocus à méca plus 2 jours ici. Par exemple, à vous de voir un peu comment vous allez faire votre planning. Et ce qui est très compliqué avec un planning, c'est pas de le faire, c'est de s'y tenir. Et moi, je vous conseille vraiment, en tout cas moi ça m'a aidé, mais c'est à vous de voir, de vous fixer un nombre d'heures par jour, un nombre d'heures idéal. Par exemple, chaque jour, je vais travailler 6 heures.
et un nombre d'heures minimum. Et pour moi, le plus important, c'est celui-là. Là, c'est mes propres conseils. Vous gérez ça comme vous voulez, évidemment. Certains étudiants ont assez en 3 heures, d'autres ont besoin de 8 heures. Ça, c'est à vous aussi de voir un peu, tiens, là, en fait, j'avance pas assez vite. Pour certains étudiants, 4 heures, j'avais ma compagne, elle travaillait comme ça. Dès qu'elle allait aux toilettes ou quoi, elle arrêtait son chrono. Dès qu'elle parlait 5 minutes, elle arrêtait son chrono. J'avais des amis qui, pour eux, même quand ils parlaient avec leurs parents une demi-heure, ça comptait dans les 4 heures. Donc, ça, c'est à vous de voir. Mais je vous conseille vraiment d'avoir un minimum. C'est pas la même chose d'avoir un nombre d'heures et d'avoir un nombre d'heures minimum. Par exemple, vous pourriez vous dire, le 21, je me suis promis de travailler, mais vous avez vraiment la flemme, vous vous sentez pas bien ou quoi. Eh ben, si c'est pas un jour où vous vous sentez bien, essayez de faire au moins votre minimum. Parce qu'il y a une grande différence entre rien faire et travailler 4 heures. Parce que si vous travaillez tous les jours 4 heures, bon, on va dire qu'il y a environ une dizaine de jours dans le blocus, ça fait 40 heures de travail. Versus si vous travaillez un jour 8 heures, et puis le lendemain vous faites rien parce que vous êtes crevé, puis le lendemain vous travaillez 6 heures, puis le surlendemain vous ne faites rien parce que vous êtes trop crevé, etc. C'est nettement mieux de faire toujours 4 heures. Et là, de rien, 4 heures, c'est vraiment jouable. Vous faites 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, vous avez encore le temps de battre tous vos records à FIFA, vous faites ce que vous voulez. Mais 4 heures, c'est vraiment gérable. Et donc, essayez de vous tenir à ce minimum. Et comme ça, au moins, vous terminez la journée en vous disant, OK, j'ai moins travaillé que ce que j'avais prévu. Dans mon planning, j'avais prévu d'arriver là, mais au moins, j'ai fait quelque chose. Au moins, j'ai avancé. Et mon deuxième conseil, c'est dans votre planning, prévoyez aussi des moments de congé. Dites-vous, ben voilà, par exemple, le 24 après-midi, je fais rien, et le 25, je fais rien. Voilà, j'ai un jour et demi de congé. Pareil pour le 31. 31 après-midi, je fais rien, et le premier, je prends congé. Mais fixez-les aussi à l'avance. Sinon, vous risquez de prendre congé le 22, et le 26, et le 29, et le 31. Voilà, ça c'est mes conseils. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Mais méfiez-vous, pour moi, c'est une des raisons principales pour laquelle les étudiants ratent en première année, c'est qu'ils n'ont aucune idée de l'effort que ça demande un blocus, que leurs familles n'ont aucune idée. Moi, ma première année de blocus, j'avais mes parents qui m'appelaient toutes les 20 minutes en disant «Hey, viens voir Hugo, il y a tel ami qui est venu pour prendre une pause à 4 heures», et puis je restais souper, et puis toutes mes journées, elles étaient flinguées comme ça. C'est pour ça que voilà, je vous conseille de dire à votre famille, c'est les blocus de Noël, pas les vacances de Noël. Après le blocus vient la session. La session, vous voyez qu'elle commence le 4 janvier et qu'elle termine le 20 janvier. Alors comme j'ai dit, peut-être qu'avec le coronavirus, ça pourrait être le 21 janvier. Prenez pas ça exactement au jour près, mais c'est l'idée. C'est 2 semaines et demie. Ça veut dire que les examens tombent plic-ploc dans ces 2 semaines et demie. Vous n'aurez pas examen tous les jours. C'est possible que vous ayez 2 examens le même jour. Alors habituellement, on évite ça, mais avec le coronavirus, c'est pas évident. Et donc, c'est tout à fait possible que cette année-ci, pour des raisons d'horaire, vous ayez 2 examens le même jour ou quoi. On essaie d'éviter, mais bon, c'est... Voilà. L'horaire devrait bientôt sortir. Je pense que Mecha sera le 11 janvier. À voir. Après ça, vous avez une semaine et demie de congé, pendant lesquels nous, on termine de corriger les examens et on vous donne les résultats. Je ne sais pas encore exactement la date, mais entre le 27 et le 30. Alors, sachez que légalement, on ne peut pas vous donner les résultats avant la fin de la session. Donc, ça ne sert à rien de demander à tous vos profs, monsieur, on aura les résultats quand? Ils arriveront tous en même temps à la fin de la session. Ça, vous le savez. Et donc, c'est à ce moment-là que vous aurez vos points bonus pour Mecha, plus les points finaux. Par contre, les points de la cotation permanente, vous les aurez vers ici, le 13 décembre, vous aurez vos points de la quota permanente. Et le 1er février, c'est reparti pour le deuxième quadrimestre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou c'est archi clair? C'est clair. Ok. Alors, j'ai encore des petites choses à vous expliquer. Comme ça, on est sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Sauf si ça vous intéresse pas et vous me dites que vous connaissez déjà tout ça. Hein, mais ceci, c'est la première session. Aussi appelée première session. En août, vous voyez que du 19 août au 3 septembre, vous avez la deuxième session. Pour la deuxième session,
pour mes cas, tous les points viennent de l'examen. Donc, premièrement, soyez pessimiste et prenez pas de vacances ici. Attendez d'avoir les résultats en juin pour savoir si vous prenez des vacances fin août. La deuxième cesse, on remet tout à on les oublie. La cotation permanente, on les oublie. Pour le meilleur et pour le pire. Vous aviez fait une super cotation permanente, ben malheureusement, elle est oubliée. Vous aviez 0 à la cotation permanente, ben c'est pas grave, elle compte plus. Par contre, quand vous êtes en première année, et c'est un privilège seulement pour les premières années, vous avez ce qu'on appelle une seconde chance. La seconde chance, c'est vous pouvez repasser votre examen de janvier. Alors, ce ne sera pas les mêmes questions, mais ce seront les mêmes modalités. Entre le 1er février et le 25 mai. Donc, pendant le second quadrimestre, vous allez avoir plic-ploc des examens que vous avez ratés en janvier. Par exemple, MECA, actuellement, c'est la semaine de carnaval. Maths, ça dépend. Parfois, c'est après carnaval, mais l'année passée, c'était après Pâques, par exemple. L'idée est que comme ça, vous n'avez pas une deuxième... Ce que moi, j'avais à l'UNIF, c'est que ces examens-là, ils étaient en même temps que la session. Bah, ici, on vous les met dans... Pour MECA, vous avez tout carnaval pour réviser, pour augmenter vos chances de réussir cet examen que vous avez déjà raté. La seconde chance, vous voyez que ça ne s'appelle pas seconde session. Pourquoi? Parce que c'est une seconde chance de passer la première session. Comme c'est une seconde chance, c'est les mêmes modalités. Ça veut dire qu'il y aura toujours les 20% de la quota permanente et les 80% de l'examen. Et donc, ce que vous repassez en seconde chance, c'est les 80% de l'examen. Votre cotation permanente, elle est fixe. Et il y aura aussi les points bonus. Donc, c'est exactement comme pour la première session. On recommence. Vous avez une deuxième chance de passer l'examen. Et donc ça, votre cotation permanente, elle joue 2 fois. Elle joue en janvier et elle joue pour cette seconde chance ici à carnaval. Par contre, elle ne joue plus en seconde cesse. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Ok. Voilà, je pense que c'est important de bien comprendre à quelle sauce vous allez manger. Et maintenant, je vous propose de faire un peu de mécanique, si ça ne vous embête pas. Est-ce que vous avez d'abord des questions sur le livre, sur la matière que vous avez demandé de voir, enfin, ou sur n'importe quoi, hein, vu tout ce dont on a parlé? Non. Non, pas de questions? Ok, ah, je vois qu'ici quelqu'un a parlé dans la conversation. Ah oui, Youssef, monsieur, ça compte pour toute la matière, la seconde chance. Donc, vous avez chaque fois une seconde chance pour tous les examens de janvier. Pour les laboratoires, je suis plus sûr. Là, j'avoue, comme j'ai jamais donné cours de laboratoire, je ne sais pas. Mais a priori, pour tous vos examens de la session de janvier, vous avez droit à une seconde chance quand vous êtes en première année. Pour les examens de la session de juin, il n'y a pas de seconde chance, c'est tout de suite la seconde session. Voilà, n'hésite pas à me réécrire et je vais afficher le chat pour pas rater tes questions si pendant le cours il y en a d'autres. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, on va continuer avec les collisions aujourd'hui, qui est la dernière matière. Et je vais vous présenter ce qu'on appelle un pendule balistique. Donc, un pendule balistique, c'est quoi? C'est un pendule d'abord. Et en vrai, souvent ici, il y a une caisse avec du sable. Ici, on vous dit une bille de plomb, mais c'est un peu pareil. C'est un pendule, donc si je tape ce pendule, il va monter jusqu'à une certaine hauteur h. Et ici, qu'est-ce qui vient de taper mon pendule? J'ai une balle de fusil qui arrive. Je vais appeler ça B. Ma balle de fusil, elle arrive à 400 mètres par seconde. Et ma balle a une masse de 20 grammes.
Ici, dans l'exercice, on vous dit que c'est une boule de plomb qui a une masse de 2 kg. Alors, sachant que ma balle de fusil, elle vient s'encastrer dans la boule. S'encastrer, ça veut dire qu'elles vont plus qu'un. Ça veut dire qu'elles vont se déformer, qu'elles vont coller ensemble. Et donc ça, à votre avis, ce sera un choc élastique ou un choc inélastique? Inélastique. Inélastique. Si vous voulez une manière simple de retenir élastique et inélastique, un choc élastique, souvent il va y avoir un rebond. Un choc élastique, ma balle rebondirait sur la bille. Ici, la bille partirait comme ça, et ma balle rebondirait dessus, repartirait dans l'autre sens, par exemple. Un choc élastique, au lieu d'avoir deux objets à la fin, on n'en a qu'un seul gros. On aurait la bille de plomb et la balle encastrée dedans, et les deux bougent comme ceci. C'est ce qui va se passer ici. On est incrusté, encastré dedans. Ok, donc mon pendule va se lever à une certaine hauteur. Est-ce que vous avez une idée? Comment est-ce que vous résoudrez cet élastique, sachant qu'on sait que ma balle arrive de 20 grammes à 400 mètres par seconde, qu'elle tape une bille de 2 kg, jusqu'à quelle hauteur H, que vous avez ici, qui est le même H que là, hein, jusqu'à quelle hauteur va monter mon système? Est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait faire ça? D'abord, on place les axes. Alors, c'est pas une mauvaise idée. Tu aimerais bien placer les axes comment? Par rapport à la bille qui monte, ok. Donc, quelque chose comme ceci. Comme ça te convient? Et donc ici, on sera à une hauteur H. Ok, c'est pas indispensable pour ici, mais on peut faire ça. Mais ensuite, qu'est-ce que je peux faire ici? Si je vous demandais de m'expliquer un peu oralement, de réexpliquer cet exercice à quelqu'un, comment est-ce que vous commenceriez par l'expliquer? Qu'est-ce que vous diriez en premier lieu? Alors Jamal, je sais pas si tu essaies de parler, parce que je t'entends pas. J'entends juste que tu as allumé ton micro. Non, non, je réfléchis ça. Ah ok, Mais ça monsieur, marche. Oui, il y a pas moyen de. Là, on n'est plus dans l'énergétique. on est encore dans l'énergétique. Donc, on peut utiliser en quelque sorte MGH dans un moment ou un autre. Oui, on va employer MGH à un moment ou à un autre. Ah, ok, je sais pas. Alors il y a Youssef, j'ai redit, hein, pas Ajouadi, euh, qui dit, voilà, si on devait commencer, on dirait que la balle s'encasse dans la bille et la fait bouger. Donc moi, je vais séparer cet exercice en deux parties. La première partie, ma balle vient s'encastrer
dans grand M. Et donc ça, on avait dit que c'était quoi? Que c'était un choc inélastique. J'ai quoi comme équation quand j'ai un choc inélastique? Et du coup, en fait, je vais pas avoir besoin des axes tout de suite. Et je vais juste le mettre ici pour mieux voir mon schéma. Mais c'était pas fou, hein, de le mettre. On en aura peut-être un peu besoin plus tard. On a conservation de la quantité de mouvement. J'ai conservation de la quantité de mouvement. Ça veut dire que la quantité de mouvement avant est égale à la quantité de mouvement après. Est-ce que j'ai autre chose? L'énergie cinétique, mais elle n'est pas. Voilà, c'est inélastique, donc je vais avoir une perte d'énergie cinétique. C'est tout ce que je peux dire. J'ai pas d'équation en plus. Ça, c'est vraiment important que vous fassiez la distinction entre les deux. Si c'est élastique, j'aurais eu EC égale EC. Avec avant ici et après ici. Mais là, on n'est pas en élastique, donc je n'ai pas cette conservation. Alors ici, mon choc, il se passe selon quel axe? Selon X, selon Y, selon les deux? Les deux, là. Alors c'est tentant de dire les deux, mais si on regarde, Non, c'est X. au début, voilà, au début, j'ai... Oh non, c'est bon. Ouais, ok, au début, j'ai que la vitesse selon X. Et donc, je vais avoir quelque chose selon X. Pour le choc, hein. Après, évidemment, à cause du pendule, ça va monter. Mais ça, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est ça monte. La première partie, j'ai un choc. Et donc, je peux mettre ça selon X. Selon X, j'ai Px égale Px'. Alors, je vais appeler, plutôt qu'écrire chaque fois après et avant, c'est très long. Ce qui est après, je mets juste un prime. D'accord? Je vais souvent employer ça pour la quantité de mouvement. Sinon, ça devient vraiment long d'écrire chaque fois avant et après. C'est très long. Ok, c'est quoi la quantité de mouvement avant? Avant le choc. MB. Moins VB. Fois VB. Donc, rappelez-vous, la quantité de mouvement, c'est P égale MV. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre avant le choc comme quantité de mouvement? Non. Pourquoi non? Il n'y a qu'une vitesse. Hein. C'est ça, parce que normalement, en fait, j'aurais aussi M fois la vitesse de grand M. Mais mon pendule ici, il est au repos, il n'a pas de vitesse. Donc, je vais l'écrire comme ça pour pas oublier qu'il faut le considérer. C'est pas obligatoire hein, d'écrire comme ça à l'examen, vous pouvez juste m'écrire ceci. Mais là, j'ai bien envie que vous compreniez qu'on ne considère pas le deuxième objet parce qu'il a une vitesse nulle. Et après le choc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est quoi la quantité de mouvement après le choc? On a MB et grand M. Fois la nouvelle vitesse, je sais pas, on va comme on veut. C'est ça. J'ai un choc inélastique. Donc ma grande masse M et la balle, c'est devenu un seul objet. Ça s'est encastré dedans. J'ai donc un nouvel objet d'une nouvelle masse qui va à une certaine vitesse V' que je connais pas. Mais on va la chercher. Donc j'ai plus qu'à remplacer. Quand je remplace, j'ai donc quoi ici? MB, ça vaut combien? MB, VB, divisé par Ok. Et enfin oui, je peux. MB Allez. plus M. Je peux faire comme ça. MVBB égale MB plus grand M fois V'. Et donc j'ai V' égale MB VB. Que vaut MB? Par exemple. Répète, j'ai pas entendu. Par exemple. 20 grammes. J'écris 20 grammes ou j'écris 0,02? 0,02. Ok, alors ici pour info, peu importe. Je vais l'écrire de deux manières pour vous montrer un peu pourquoi peu importe.
La vitesse, c'est 400 mètres par seconde. Et alors ici, en fait, soit je travaille en grammes, et alors j'ai 20 plus 2000, soit je travaille en kilos, et alors j'ai 0,02 plus 2. C'est OK si tout est proportionnel. C'est bon si vous employez la même chose des deux côtés. Vous voyez ici, je vais avoir des grammes, et en dessous j'ai des grammes, et donc c'est bon, ça se simplifie pour laisser juste la vitesse. Ici j'avais des kilogrammes, et en dessous j'ai des kilogrammes. C'est OK, ça se simplifie. Ce qui est important, c'est d'employer la même chose des deux côtés. Alors ici, on ne va pas le calculer, mais attention, c'est ce qu'il y a l'avion et Hulk que je vous avais demandé pour la cotation permanente. Quand j'écris E égale 1 demi mv carré, et quand j'écris mv égale mv prime par exemple, c'est pas la même chose. Ici, je peux employer des grammes, et ici des mètres par seconde si j'ai envie. Et dans l'exercice que je vous avais demandé, on pouvait employer des kilomètres par heure directement. Et alors, j'avais des kilomètres par heure directement. Ici, je suis obligé d'employer des mètres par seconde. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce qui est à gauche, ici mes kilomètres par heure, soit égal de ce qui est à droite, des kilomètres par heure. Ben, il ne faut pas oublier que si j'écris l'énergie en joules, qui dit énergie en joules, dit qu'un joule, rappelez-vous, c'était des kilogrammes, mètres carrés par seconde carré. Et donc, si je veux les mêmes unités à gauche, le joule, c'est des kilogrammes, mètres carrés par seconde carré, ben, à droite, j'ai pas le choix. Ma vitesse, ça doit être des mètres par seconde. Je peux jamais mettre dans un calcul d'énergie des kilomètres par heure. Pourquoi je veux vous parler de ça? Quand vous résolvez ce genre d'exercice, vous pouvez rester en grammes si vous voulez. Tout comme vous pouvez passer en kilos. Ça marche dans les deux cas. Par contre, quand vous êtes ici, pour avoir les mêmes unités de chaque côté, vous êtes obligé de passer en mètres par seconde. Et donc moi, je vous conseille deux choses. Soit vous vous dites, je me casse pas la tête, regardez, c'est bon, je peux rester en grammes parce que j'ai des grammes partout, c'est bon, je peux rester en kilos parce que j'ai des kilos partout, etc. Si vous n'avez pas envie de regarder ça, vous mettez toujours les unités du SI, des kilogrammes et des mètres par seconde tout le temps. Soit si vous êtes à l'aise avec ça, ben alors n'hésitez pas à garder les grammes, comme ça vous ne devez pas vous amuser à faire des conversions dans tous les sens. C'est clair ici? Pourquoi ici je peux garder les grammes et pourquoi ici je ne pouvais pas garder les kilomètres par heure? Oui. Ouais. Ok, super, magnifique. Voilà, donc les deux donnent la même chose. C'était juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de différence. Vous pouvez calculer ça en grammes ou en kilos, vous tomberez sur le même résultat. Là, c'est une question de goût, de ce que vous préférez employer. Je vais mettre celui-ci entre parenthèses. On peut rester en grammes, mais pas obligé. À vous de voir ce que vous préférez. Ok, si je calcule ceci, ça me donne donc 3,96 mètres par seconde. Ça, c'est V'. Et donc, je trouve que si ma balle vient taper ma grosse bille de plomb à 400 mètres par seconde, les deux bougent à 3,96 mètres par seconde. À votre avis, pourquoi est-ce que ma vitesse est devenue 100 fois plus petite? D'accord? De 400 à 4, grosso modo, ma vitesse a été divisée par 100. À cause de la grosse masse de M. Ouais. Et la masse, elle a augmenté de combien? Avant, je... De rien du tout. Alors, oui, ma question n'était pas claire. Avant, j'avais 20 grammes qui bougent à 400 mètres par seconde. Maintenant, j'ai combien de grammes qui bougent à 4 mètres par seconde? Ouais, 2000, 2020. Et donc, comme quelqu'un l'a déjà dit,
Avant, j'avais 20 qui bougeaient à 400. Et ben maintenant, ma masse fait x100 en gros. J'ai 2020. Vous voyez ici, j'ai fait x100, hein. Plus ou moins. Hein. 20 x 100, ça fait 2000. Et donc, si ma masse, ça fait x100, comme c'est une égalité, ma vitesse doit avoir fait diviser par 100. Et donc, je me trouve avec 4. Est-ce que vous voyez ça? Quand j'ai un choc inélastique, en fait, on peut juste un peu regarder le rapport des masses. Tiens, j'avais 20 grammes qui bougeaient à 400 mètres par seconde. Ça veut dire que après le choc, tout d'un coup, j'ai plus 20 grammes, mais j'ai 2000 grammes. J'ai quelque chose de 100 fois plus lourd. Ma vitesse est divisée par 100. Et ça, vous pouvez un peu le deviner facilement. Je prends souvent un exemple comme choc inélastique de lancer un chewing-gum. Un chewing-gum, c'est 2,5 à 3 grammes, grosso modo. Bon, ça dépend évidemment du chewing-gum que vous prenez, hein, mais un chewing-gum, on va dire classique. Si je lance un chewing-gum sur un camion, même si je lance mon chewing-gum super fort, le camion va être dans, allez, on va dire 10 tonnes, un petit camion. Ça veut dire que votre masse, elle fait fois 5000. Donc vous lancez autant que vous voulez votre chewing-gum, la vitesse, elle va être divisée par 5000. Et donc vous n'allez pas sentir de différence. Par contre, si vous avez un camion qui rentre dans une voiture, on va dire camion de 10 tonnes qui rentre dans une voiture de 1 tonne. Imaginons que la voiture est à l'arrêt, je passe de 10 tonnes à 11 tonnes. Bah, quasi le camion, il va quasi pas sentir la voiture. Oui, de 10 à 11 tonnes, j'ai peut-être fait fois 1,1, donc ma vitesse va être divisée par 10%. Même en gros, vous allez être propulsé par le camion. Par contre, à l'inverse, si vous rentrez dans le camion, vous allez faire un choc, mais tout d'un coup, vous allez ralentir très fort. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai un camion qui rentre dans une pauvre petite voiture, ici, la masse fait fois 1,1. Donc, la vitesse va faire diviser par 1,1. Et donc, moi qui étais à l'arrêt ici, hein, là, je prends chaque fois un cas où je suis à l'arrêt, qui me prend le camion, tout d'un coup, si mon camion était à 110 km à l'heure, moi, je passe à 100 km à l'heure. Je passe de 0 à 100 quasi instantanément. Et donc, je vais me sentir écrasé sur mon siège tout au fond. Si je rentre dans un camion, le camion est à l'arrêt et moi, j'arrive à une certaine vitesse, ma masse, si je passe de 1 tonne à 11 tonnes, elle fait fois 11. Et donc, ma vitesse est divisée par 11. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est ce que vous connaissez. Je vais me prendre le pare-brise. Parce que là, je parle de la voiture, mais moi, à l'intérieur de la voiture, je vais continuer à vitesse constante. Donc, la voiture va être très fort freinée. Et moi, je vais me prendre le pare-brise. C'est clair un peu ces jeux, là, avec les chocs inélastiques? Oui, oui. Voilà, donc là, on a vu comment faire les maths précisément. C'est important que vous soyez capable de faire les maths. Maintenant, on dit souvent qu'on oublie quasi tout ce qu'on a vu à l'école. Bah, c'est vrai. Si jamais vous devez refaire ces maths, quel est mon but, moi? C'est que si jamais un jour vous devez le refaire, vous puissiez simplement regarder des formules et vous dire ah oui, ça marchait comme ça et recomprendre rapidement. Je ne vous demande pas de connaître ça par cœur dans les 40 prochaines années, mais recomprendre rapidement. Mais aussi que votre intuition soit bonne et que vous ayez cette notion, si j'ai un choc inélastique, bah, j'ai une masse 10 fois plus grande, ma vitesse est 10 fois plus petite. Simplement. C'est un lien que vous avez déjà observé. C'est pour ça que c'est pas la même chose si vous faites une collision avec un enfant de 5 ans qui vous court dans les jambes, c'est lui qui va tomber. Par contre, si vous avez un gaillard de 120 kg qui vous court dessus, bah, ça va être plus compliqué. Pas pour rien qu'il y a des catégories de poids dans certains sports d'arts martiaux. Ok, bon, là j'ai fait la première partie de l'exercice. Je sais maintenant que ici, ma bille avec la balle encastrée a une vitesse de 3,9 cm par seconde.
Du coup, la deuxième partie, c'est je monte jusqu'à quelle hauteur h. Et là, qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre ce problème? Enfin, moment 1, moment 2. Exactement, vous êtes des pros. Donc la deuxième partie, Monsieur, oui, ça veut dire que là, on va laisser la collision et tout de côté. On va aller chercher une autre équation. oui, bah la collision là, elle est finie, tu vois. Là, je viens d'avoir terminé ma collision. Maintenant, j'ai plus une bille, mais j'ai une bille avec une balle encastrée dedans. Ah, il manque plus que la hauteur. Et j'ai une certaine vitesse. Donc c'est pour ça vraiment ici, on sépare en deux parties. J'ai une collision et puis ça monte. Alors l'écart entre les deux, c'est un milliardième de seconde. Juste après la collision, ça commence déjà à monter. Mais avant, ça montait pas. Et donc ici, j'ai un choc, comme on l'avait dit, inélastique. N'importe quoi. Et ici, j'ai deux moments, pardon. J'ai le moment 1 où je suis en bas, le moment 2 où je suis en haut. Est-ce que l'énergie en bas est égale à en haut ou est-ce qu'il y a un travail, etc. Il n'y a pas de travail, non? Il n'y a pas de travail. Que vaut mon énergie au moment 1 quand je suis en bas? Un demi mv carré. Quel M? M petit b. Comme ça? Ouais. Et quel V? VB aussi. Petit b. Comme ça? Vitesse qui est ouais. Tout le monde est d'accord? Juste pas grand M. Alors, toi, tu me proposes ça? Et quelle vitesse alors? V'. Non? Ah ouais, ça. C'est les deux masses cumulées. C'est les deux masses. Ici, maintenant, l'objet qu'on regarde, c'est la bille avec la balle dedans. Donc, c'est M plus MB. C'est un nouvel objet, si vous voulez. C'est la balle encastrée dans ma bille de plomb. Et les deux vont à une vitesse V'. Ça va bien faire attention quand on passe d'un élément à l'autre de ce qui a changé. Au début, j'avais une balle, pardon, qui rentre dans une balle. Purée, je vais y arriver. J'avais une balle qui rentre dans une bille. Ça, c'était pour le choc. Mais après le choc, j'ai plus deux objets. J'ai un seul gros objet où il y a les deux l'un dans l'autre. J'ai ma balle ici, ma bille, avec la balle dedans. Et donc tout ça, ça bouge en un seul bloc de 2,02 kg. Donc ici, j'ai bien 1,5 fois 2,02 kg fois V' au carré, mais V', on avait vu que c'était 3,96 au carré. Ça, puisque V' c'est 3,96, puisque la masse de la balle, c'était 20 grammes, et la masse de la bille, c'était 2000 grammes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour ça? Oui, oui. Du coup, il reste l'énergie E2. Que vaut mon énergie au point 2, au moment 2? Ah, je pense que ça a été coupé. J'ai entendu quelqu'un parler, mais... MGH. GH. Ok. Quel M? Deux masses. Grand M. Les deux masses. De nouveau, c'est les deux qui montent. En haut, c'est ma bille avec la balle encastrée dedans. Et je monte à une hauteur h. Et donc ici, je vais avoir 2,02 fois g fois h. Alors, sachant que petit g, ici dans l'exercice, comme c'est une situation réelle, on a dit 9,81. Je peux résoudre ça en disant que h, c'est égal à... Alors, vous voyez ici, j'avais les masses qui rentrent en jeu des deux côtés. Et donc, je peux juste écrire que c'est égal à 1,5 fois 3,96 au carré. Ça, c'était mon terme à gauche. Et il faut que je passe passer le 9,80 en dessous, donc ça devient divisé
Pas 9,80. Si je tape ça à la calculette, je tombe sur 0,799 mètres. Et donc, si j'arrondis, c'est ça, H, c'est 0,8 mètres. Donc, je monte de 80 cm. Ceci, c'est ce qu'on appelle un pendule balistique. Si vous voulez connaître la vitesse à laquelle sort la balle d'un fusil, vous tirez avec un fusil dans quelque chose qui permet d'absorber son énergie cinétique. Par exemple, ce qui arrive assez souvent, c'est que c'est des caisses avec du sable dedans, comme je dis. Mais ça va dépendre, il y a plusieurs types. Vous voulez un choc inélastique, où la balle reste dans la caisse, que ça parte pas n'importe où. Si vous connaissez la masse de la balle et la masse de la caisse, et que vous faites les choses à l'envers, ici j'avais envie de le faire comme ça, mais en vrai ce qu'on fait c'est qu'on mesure la hauteur, vous pouvez trouver la vitesse de la bille. Alors oui, actuellement il y a des méthodes un peu plus modernes, on pourrait employer un laser ou quoi pour connaître ça exactement. On pourrait mettre quelque chose qui permet de mesurer directement dans le canon pour voir à quelle vitesse ça part, etc. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas envie de mettre tout un dispositif avec des lasers, etc. pour vérifier que vos fusils ont toujours suffisamment de pression, qu'il n'y a pas de problème, que votre canon tire toujours bien à une bonne vitesse. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez dire, bah tiens, tous nos fusils, ils doivent tirer des balles de telle masse à 400 mètres par seconde. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous avez vos pendules là, et ici, vous pendez quoi? Alors, vous pardonnez mes dessins, mais vous pendez une cloche. Par exemple, hein, il y a d'autres manières. Vous venez ici avec votre fusil. Bon, c'est pas un fusil, mais c'est plus facile à dessiner. Vous tirez. Et si ici, ça va taper la cloche, c'est que vous avez bien réussi à avoir un fusil qui est à 400 mètres par seconde ou plus. Alors si vous pulvérisez la cloche, c'est que vous êtes à beaucoup plus. Si vous ne touchez pas la cloche, c'est qu'il y a un souci, qu'il faudra régler ça, qu'il n'y a pas assez de pression, pas assez de poudre, je ne sais pas. Ça, c'est une manière. Comme je vous dis, pour l'instant, il y a des méthodes un peu plus modernes, même si celle-là, voilà, elle a l'avantage d'être pas chère, qu'elle marche toujours. Et aussi, bah, il faut vous dire qu'il y a 2 siècles, on ne faisait pas vraiment de mesure au laser. Il y a 2 siècles, c'était la manière idéale de vérifier, de trouver la vitesse d'un projectile. Et je fais ça avec un fusil, mais vous pouvez faire ça avec une flèche, hein, par exemple. Si vous voulez savoir à quelle vitesse, quand vous bandez un arc, vous lâchez la flèche, à quelle vitesse elle part, bah, vous tirez sur une cible qui se trouve très proche de vous pour pas perdre de vitesse avec l'effondrement de l'air. Et vous regardez jusqu'où ça va monter. Et là, vous pouvez savoir, ah bah tiens, tel arc, il me permet de tirer à telle vitesse. Sans avoir besoin de faire plein de tests, etc. Ça va, vous comprenez un peu l'idée derrière? Oui. Oui. Ok, super. Ça, c'est le pendule balistique. Et c'est pour ça que on est toujours en fait dans l'énergétique, mais vous avez remarqué, on commence un peu à mélanger les matières. Mais très souvent, c'est pour ça qu'on voit la conservation de la quantité de mouvement avec l'énergétique, parce que quand on a un choc inélastique, on perd de l'énergie cinétique, donc on parle toujours d'énergie. Et quand on a un choc élastique, il y a conservation de l'énergie. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est un chapitre à part, on va plutôt dire que c'est la fin du chapitre de l'énergétique. Ça, c'était pour le pendule balistique. Alors, ceci, je le ferai après si on a du temps. J'aimerais bien parler un peu de l'examen. Donc, comme je vous ai dit, on va vous donner un examen d'une année précédente qui est pas semblable dans les questions. Nos questions vont être très différentes, mais semblables dans le parcours. On a décidé cette année-ci de vous faire comme M. Van Larbeek adore. C'est lui qui a décidé ça pour cette année-ci.
de vous donner une série d'exercices un peu dans le même univers. Voici un exemple. Ici, c'est qu'une partie. Vous verrez l'examen avec tout ça. Je vous fais le reste de la partie. Au début, vous avez un chariot, un wagon, avec quelqu'un dedans. Ce chariot, vous avez vu qu'il est sur une pente, il devrait tomber. Et donc, qu'est-ce qu'avait dit M. Van Larbeek? C'est que vous avez une corde ici qui tient le chariot. Et la question 1, c'était de la statique. Votre chariot est immobile et il vous demandait quelle est la tension dans la corde ici. Et donc là, on vous donne des coefficients de frottement et vous devez résoudre somme des forces selon x égale 0, somme des forces selon y égale 0. Sans doute que c'est intelligent de prendre un système d'axes comme ceci. Et somme des moments de force égale 0. Première partie d'examen de la statique. Et puis plutôt que vous redonner tout un énoncé dans une autre situation complètement nouvelle, pour vous faire gagner un peu de temps et pas vous, chaque fois vous demander tiens, je suis dans quelle situation, ah oui, attention, ici ma masse est différente et tout. On passait à la question 2. En dynamique. Et c'était quoi la question 2? On disait, imaginons qu'on coupe la corde. Alors là, je vais commencer à descendre vers le bas. Et on vous demandait quelle est l'accélération de ce chariot. Donc là, c'est la dynamique. Somme des forces égale ma selon x, mais j'ai toujours la statique selon y. Alors là, attention, elle change la statique selon y, parce que j'ai plus ma corde qui vient plaquer tout ça contre le sol. Donc là, il faut éviter de faut pas réemployer les mêmes équations, il y a beaucoup plus de choses qui changent. Et puis après, on pouvait arriver ici, par exemple. Bon, il y avait une partie intermédiaire, mais c'est la même chose. On avait un peu d'énergétique. Je pars d'une certaine hauteur h et j'arrive à un certain niveau. Et on me demande à quelle vitesse je suis ici. Que vaut ma vitesse au point 2. Ça, on peut déjà le faire. Qu'est-ce que vous emploierez ici pour connaître, sachant que je pars de 5 mètres de haut et j'arrive ici? C'est de l'énergétique, ça j'ai déjà dit, et donc on va avoir quoi comme type d'équation? S'il n'y a pas de frottement, conservation. Voilà, ici il n'y avait pas de frottement, j'ai oublié de le dire. Donc j'ai l'énergie au moment 1 qui va être égale à l'énergie au moment 2. Que vaut mon énergie au moment 1? Oui? Juste, par exemple, dans le schéma, il faut le prendre comme soi. Ça veut dire, là, il est au point 1, c'est à 5 mètres, mais il y a comme une petite pente comme ça. Ouais, Et ça ça, c'est on ne doit pas regarder. Bien. ça on ne doit pas regarder. On vous dit qu'on arrive déjà avec suffisamment de vitesse pour y arriver. En fait, ta pente ici, Parce qu'en soi, c'est des frottements, ça freine le truc. alors s'il y avait des frottements, de fait, plus tu passes de temps en contact avec le sol, plus il va falloir calculer toute cette distance-là pour connaître tes frottements. Mais s'il n'y a pas de frottement, on considère que ça roule très bien, qu'on est sur un rail par exemple. Et donc, peu importe le chemin parcouru, par conservation d'énergie, tu vas pouvoir trouver ta vitesse juste en connaissant la hauteur. Ok. C'est ça qui est beau avec l'énergie. Peu importe ce qui se passe, si tu pars d'une hauteur et que tu descends à un certain endroit, tu vas avoir juste de la vitesse. Peu importe si ton chemin il a fait ça, ou s'il a fait ça, ou s'il a fait ça, tu auras toujours la même vitesse en bas. S'il n'y a pas de frottement, s'il y a des frottements, plus tu passes longtemps sur le sol, plus tu vas être freiné par le sol, ça c'est sûr. Du coup, que vaut ici mon énergie en 1? MGH. MGH. Alors je vais appeler ça M wagon pour l'instant, fois G, fois H. Alors le wagon, c'est 330 kg, donc j'ai 330. Petit G, on prend 10, et H, j'étais à 5 mètres. Et que vaut mon énergie en 2?
demi au carré. Alors ici, je vous encourage vraiment à appeler ça V2, parce que vous voyez, je vais avoir une vitesse en 2, une vitesse en 3, une vitesse en 4. Et donc ici, je trouve que V2 au carré, c'est égal à quoi? Alors j'avais mes masses du wagon qui se simplifiaient. Et donc de l'autre côté, il me reste 10 fois 5. Et j'ai mon 1,5 qui passe de l'autre côté. Et donc pour passer de l'autre côté, j'ai dû faire fois 2. Ceci, donc, j'ai V2 égale 10 fois 5, ça fait 50. Fois 2, ça fait 100. Et j'ai dû faire une erreur quelque part. Ah oui, pardon, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose de très important, que j'ai lu l'énoncé un peu vite. Là, j'ai fait comme si on partait d'en haut à une vitesse nulle. Mais ici, on vous dit, c'est pour ça que j'ai pas la même réponse. Ouais, on a une vitesse. On a une vitesse initiale, V1. Donc en V1, on arrive. Si on n'avait pas de vitesse initiale, de fait, hein, on repartirait dans l'autre sens en fait. Il me faut une vitesse pour réussir à passer ça. Donc j'ai une vitesse V1, On a un GH plus 1,5 M20. M21. c'est ça. Pardon. Donc je vais vite le refaire. J'avais MGH plus 1,5 M oméga V1 au carré qui est égal à 1,5 M oméga V2 au carré. Et pourquoi ici j'ai plus d'énergie potentielle? Parce que j'ai choisi mon niveau d'énergie potentielle à 0 ici. Et donc, ici, je vais le faire comme ça. J'ai toutes mes masses de wagons qui se simplifient. Et je peux remplacer. Donc, j'ai donc 10 fois 5 plus 1,5 fois 10 au carré égale 1,5 V2 au carré. Et donc, V2 au carré, c'est égal à 50. Plus 1,5 fois 10 au carré, donc 1,5 fois 100, ça fait 50. Fois 2. Ça va, le premier 50, il vient du 10 fois 5. Le deuxième 50, il vient ici du 10 fois 10, 100 divisé par 2. Et pourquoi j'ai fait tout fois 2? Parce que j'ai fait ici 1,5 qui passe de l'autre côté. Ça fait donc 2 fois tout ça. Et là, j'ai V2 égale racine de 200. Rappelez-vous, si on veut simplifier les fractions, on va essayer de voir un peu s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut sortir là-dedans. Et 200, c'est 2 fois 100. Ça, c'est égal à racine de 2 fois racine de 100. Et donc, racine de 100, ça fait 10, parce que 10 fois 10, ça fait 100. Donc, ça me donne 10 racine 2 mètres par seconde. Alors, si vous aviez envie, vous pouviez aussi écrire directement 14,14 mètres par seconde. C'est pareil hein, pour le cours de méca, mais j'en profite pour vous rappeler des petites choses de maths. Donc vous voyez que là, à l'examen, on va vous préparer un peu des exercices comme ça, où on a une première partie statique, puis on change un petit truc, on coupe une corde, on lâche un système, hop, on passe en dynamique. Et puis après, on arrive sur une pente, hop, on passe en énergétique. Vous voyez qu'ici, maintenant, on passe au 4e point. On a une collision, parce que j'ai mon wagon ici, qui va rentrer en collision avec mon acolyte. L'idée, c'est que j'ai un cascadeur qui arrive ici et qui va venir sauver la personne là. Vous pouvez imaginer qu'il y a de la lave ici, ou je sais pas, ou des crocodiles, ou tout ce que vous voulez. Et donc, mon cascadeur va ici rattraper mon acolyte. Ça, en fait, littéralement, ils vont se rentrer l'un dans l'autre. Hein. Il y a lui qui arrive à 14 mètres par seconde. Alors, 14 mètres par seconde, ça fait quand même 50 km par heure. Donc, il va y avoir un choc. Ce choc, d'après vous, il est élastique ou inélastique? Inélastique. Inélastique.
Une manière de le voir, c'est de vous dire que si le choc était élastique, ce qui se passerait, c'est que vous aurez un rebond. Et donc moi, je tomberais à la renverse, et le cascadeur ici, il partirait comme ça. Ce serait tout à fait possible, hein. Vous pouvez imaginer que vous avez ici quelque chose comme ceci. Si vous lancez une bille dessus, bah celle-ci, elle va être chassée. Alors celle-ci, soit elle va rebondir, ça va dépendre des masses, soit elle va continuer tout droit, mais à plus petite vitesse. Là, ça va un peu dépendre des différentes masses, etc. Mais donc ici, je vais avoir un choc inélastique. Qui dit choc inélastique dit que je vais perdre de l'énergie. À votre avis, pourquoi je dois perdre de l'énergie? Elle part où cette énergie? C'est à cause du poids du bonhomme qui s'est rajouté. Ici, en fait, instinctivement, si jamais j'avais rien fait pour rendre le choc inélastique, ce serait un peu élastique. Il y aurait une collision, il y aurait une sorte de rebond. Mais là, pour réussir à attraper la personne, je vais la prendre dans mes bras. Mais dites-vous qu'avec le choc, moi, comme j'ai dit, il y a une forte chance que je tombe à la renverse. Et donc, je vais devoir pousser avec mes muscles, me stabiliser, me tenir pour pas tomber dans le chariot. Ou alors, je vais tomber et être retenu par le chariot. Mais c'est de là que va partir toute cette énergie. C'est tout l'effort que va avoir faire mon personnage pour réussir à sauver la personne. Cet effort qui est fourni principalement par mes muscles. Et donc, vous voyez ici qu'en fait, c'est une grande question où on touche à la statique, puis à la dynamique, puis à l'énergétique, puis aux collisions. On va faire cette collision. Donc ici, j'arrivais avec une vitesse V2 de 10 racine 2 mètres par seconde. J'ai un choc inélastique entre moi qui ai une masse de 330 kg et mon acolyte qui a une masse de 70 kg. Et je vous demande quelle est la vitesse au point 3. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver ça? Allô? Oui, je t'entends maintenant, mais je pense pas que j'ai entendu ce que tu as dit avant. On fait conservation. D'abord, Conservation de quoi? de la quantité de mouvement. Oui, conservation de la quantité de mouvement. Ça veut dire que P avant est égal à P après. Qu'est-ce que j'ai comme quantité de mouvement avant? J'ai mon wagon, la masse du wagon, la vitesse du wagon. Ok, fois laquelle de la vitesse du wagon, donc V2. Ouais, V2. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Après, c'est égal à les deux masses. Donc, Voilà. le bonhomme. Je vais appeler ça A comme acolyte. C'est comme ça qu'on l'avait appelé. Ici. Fois quelle vitesse? V2 prime. Alors, on pourrait l'appeler V2'. En fait, ici, je vais l'appeler V3 parce que c'est vraiment la vitesse qu'on veut après le choc. Mais si vous l'appelez V2' à l'examen, c'est pas un souci, hein, mais je vais tout de suite l'appeler V3. Voilà. Alors ici, je vais l'écrire pour que ce soit bien clair. Voilà. Avant, j'avais deux objets, le wagon et l'acolyte, mais l'acolyte avait une vitesse nulle. Ça aurait été beaucoup plus dur pour moi de l'attraper si j'étais en train d'avancer avec mon wagon et que mon acolyte, il était en train de venir comme ça. Alors là, j'aurais une quantité de mouvement, par exemple, moins MA fois, je sais pas, 5 ou quoi. Donc c'est pour ça que je rajoute ce terme-ci pour bien vous dire, attention, pourquoi chaque fois on n'a qu'un terme? C'est parce que l'autre objet, on le considère à l'arrêt, mais ce ne sera pas toujours le cas, hein. Méfiez-vous de ça. Des fausses règles générales, là, il n'y a toujours qu'un objet. Non, non, ici, c'est parce que le deuxième objet est immobile. Ok, donc je trouve que V3, c'est égal à la masse du wagon
fois V2, donc sa quantité de mouvement avant, sur la masse. Et c'est de nouveau ce qu'on a, vous voyez, ici, ma nouvelle vitesse, elle est réduite par le rapport des masses. Vous vous souvenez tantôt quand je disais, si ma masse fait fois 10, ma vitesse est divisée par 10, ben ça c'est la manière de l'écrire en formule. Ici j'ai le rapport des masses qui va être lié au rapport des vitesses. Donc, mon wagon c'est 330 kg. V2 c'était 10 racine 2. Et mon acolyte a une masse de 70 kg. Donc si je fais 330 divisé par 400, je tombe sur quelque chose avec des racines, mais je vais l'écrire tout de suite en décimale. 23 c'est 11,67 mètres par seconde. Voilà, alors vous voyez que pour cet examen-là, la partie énergétique, il n'y avait pas de travail, pas d'énergie de ressort. Vous voyez que pour la collision, c'était juste une collision inélastique. Il n'y avait pas en plus de conservation de l'énergie cinétique. Et donc, de mon point de vue, c'est personnel, hein, mais de mon point de vue, c'était des questions simples d'énergétique et de collision. C'était juste une collision inélastique. Et l'énergétique, c'était juste de l'énergie potentielle qui vient de l'énergie cinétique. Bon, il ne faut pas oublier ce terme-là, mais c'est tout. Pourquoi ces questions étaient relativement simples? Parce que vous voyez que la question de statique et de dynamique, elles étaient assez compliquées. Ça prenait du temps. Et donc, l'examen, vous avez 2 heures pour le faire. Et donc, évidemment, on ne va pas vous faire des questions compliquées pour tout. Il y aura des parties plus simples, des parties plus compliquées. Et c'est souvent dans ce sens-là. C'est souvent plutôt la statique et la dynamique qui sont compliquées et les collisions énergétiques qui sont plus simples. Mais on pourrait changer une année, on pourrait faire une question d'énergétique compliquée, autre chose simple, quoi. Ça, on verra. Oui, Il y aura de la cinématique dans cet exercice-là aussi. oui, tu vas voir. Ça va arriver. Ah, au point 4, là. Exactement. Ok. Alors, justement, continuons. La 5e étape, c'était on va du point 3 au point 4. On vient ici. Et ça, c'est encore une fois de l'énergétique. On part d'un certain niveau avec une certaine vitesse. Et on arrive en haut. Est-ce que vous pourriez le faire avec moi? Donc de dire, j'avais une vitesse V3 qui vaut 11,67. Et j'arrive ici au point 4 à une hauteur de 2 mètres avec une certaine vitesse V4. Est-ce que vous savez me dire ce que vaut V4? Comment est-ce que je peux faire ça? Moment 1, moment 2. C'est ça. Alors, je vais plutôt réemployer ce qu'il y a là. Je vais appeler ça le moment 3 et le moment 4. Quelle est mon énergie au moment 3? 1,5 MV3 au carré. C'est quoi M? Ah ouais, le wagon et le... Donc M. C'est ça. Voilà, là, il faut faire attention. C'est un seul exercice, donc il faut le mettre à jour de temps en temps. Maintenant, j'ai... Bon, c'est réexpliqué, hein. Ici, c'est une version simple, puisque moi, je le dis, mais après, au point 3, il est dans le wagon. Et donc, ça va être la masse du wagon plus la masse de l'acolyte. Au point 4, qu'est-ce que j'ai comme énergie? M wagon plus acolyte. Là. Ouais, G fois H. Et H, il vaut 2. Je vais tout de suite mettre 2. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Plus 1,5. Les deux masses. MV4 au carré. MV4 au carré. Voilà, ici, vous voyez que on va pas monter jusqu'en haut. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on va pas vous demander ici. Mais il y a la partie 6 de l'exercice qui était de la cinématique. Pourquoi? Parce que arrivé ici en haut, j'avais un tir parabolique. Et ça, c'est pas noté dans l'exercice, mais on vous demandait à quelle distance est-ce que je tombe.
Et ça, c'était l'examen d'il y a je ne sais plus combien de temps. 4 ans, 3 ans, je ne sais plus. Donc, il y a deux manières de vous donner un examen de mécanique. Manière 1, on vous donne des exercices complètement séparés. Premier exercice, je tire au fusil. Deuxième exercice, je saute dans une piscine. Troisième exercice, je vous mets un tracteur et je vous demande de faire de la statique. J'invente, hein, complètement. Ce que M. Van der Beek aime beaucoup et qu'on a décidé de faire pour janvier, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler un peu de ceci, c'est de faire comme ça un exercice où on a plusieurs étapes qui se suivent. Mais il y a un mais. Vous voyez que pour réussir par exemple à faire la cinématique ici, il faut trouver la vitesse V4. J'ai besoin de cette vitesse V4. Et pour avoir V4, j'ai dû trouver avant V3. Et pour avoir V3, j'ai dû trouver avant V2. Et donc, c'est ce qu'on appelle un exercice à tiroir. C'est-à-dire que chaque étape dépend de la précédente. D'un point de vue pédagogique, c'est très mauvais, évidemment. Parce que ça voudrait dire que si vous faites une erreur au début, votre erreur va se propager et vous allez avoir faux à tout le reste. Par contre, d'un autre point de vue, ce qui est chouette, c'est que ça ne vous demande pas à chaque fois de comprendre tout un nouvel exercice. Par exemple, quand vous pensez à la masse du wagon, à un moment, ça va devenir clair pour tout l'examen, 330 kg. Vous n'allez plus devoir vous demander, ah, maintenant, c'est pas un wagon que je considère, c'est un humain, 70 kg. Ah, mais là, maintenant, c'est un fusil, c'était des balles de 20 grammes. Ah, ici, ça a l'avantage, c'est un peu plus facile de comprendre tout l'exercice. Du coup, on va vous donner ça et enlever le caractère à tiroir. C'est-à-dire que, par exemple, pour ces dernières questions-là du tir parabolique, il y aura une note en bas de la page qui dira quoi? Qui dira si vous n'avez pas trouvé ou pas confiance, c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas confiance en votre valeur V4 ou si vous n'avez pas trouvé V4, prenez V4 égale 10 mètres par seconde. Alors vous voyez que c'est pas la bonne valeur. Bon, on va pas vous donner la bonne valeur à l'examen, ce serait un peu trop facile. Mais si jamais vous l'avez pas trouvé, il n'y a pas de souci. Faites l'exercice partie cinématique comme si on vous disait la vitesse initiale, c'est 10 mètres par seconde. Et on ne vous enlèvera pas de points. Ce qui nous intéresse, c'est de côté le raisonnement, les formules. Peu importe si pour cette partie-là, vous nous mettez 10 ou 9,8. Et imaginons que vous ayez trouvé 3. Ah ben, c'est pas grave. Faux pour la partie où il fallait trouver 9,8 parce que vous avez trouvé 3. Mais vous aurez bon parce que votre raisonnement était correct pour la partie cinématique, peu importe que vous ayez pris 3 ou 10 ou 9,8. Vous comprenez l'idée? Oui. Donc, ayez pas peur et vous dites pas à l'examen, mince, si j'ai raté la première partie, je vais pas réussir à faire les autres. Il y a un lien entre les exercices logiques, c'est le même wagon, c'est le même acolyte, mais c'est tout. Après, si vous n'arrivez pas à faire la deuxième partie, la troisième partie ou quoi, c'est pas grave, faites juste les parties que vous comprenez. Et il y a même des étudiants qui systématiquement, même s'ils ont trouvé V4, prennent la valeur qu'on leur donne. Et c'est pas un souci. C'est vraiment pas un souci de faire ça. Est-ce que c'est clair ce type de question d'examen? Parce qu'on n'en a pas fait beaucoup en classe. Parce qu'en fait, on voyait chapitre par chapitre. On n'allait pas faire de grosses questions résumées en classe, puisque ça, c'est plus pour l'examen. Cet exercice, je vais vous le mettre avec les réponses finales. Comme ça, vous pouvez voir un peu l'entraîner pour l'examen. Alors, je sais bien qu'on vient de faire cette partie-là maintenant. Maintenant, je suis sûr que d'ici 2 semaines et demie, vous aurez oublié. Donc, ça vous fera un bon exercice avant l'examen. Monsieur. Oui? Il y a moyen d'avoir un peu plus d'exercices comme ça. Il y a moyen de? D'avoir un peu plus d'exercices comme ça. J'en ai pas beaucoup. Donc, je vais vous en donner un qui est celui-là. Comme ça, vous avez cette partie-ci qui était vraiment compliquée. Je vais regarder s'il y en a d'autres, mais je pense pas qu'on en ait beaucoup d'autres. Parce que l'année passée, on n'avait pas fait un exercice comme ça en plusieurs étapes.
Je vais regarder s'il y en a d'autres, mais je vous en promets un, peut-être deux, mais pas plus. Ça va. Ok. Alors bon, bah du coup, il faut quand même terminer. Si vous vous souvenez, j'étais en train d'essayer de calculer V4 là. On avait écrit l'équation, mais on n'était pas allé plus loin. Et donc, je vois déjà que j'ai les mêmes masses partout. Je peux donc les simplifier. Ensuite, bah, il me reste juste à remplacer. Donc ici, j'ai 1 demi fois V3 au carré. Donc V3, c'était 11,67. Je vais faire passer ça de l'autre côté. Donc je vais avoir moins G fois 2, donc moins 10 fois 2, est égal à 1 demi V4 au carré. Donc, V4, c'est égal à la racine. Si je fais passer le 1 demi de l'autre côté, ça fait fois 2, de 2 fois, et puis tout ce qu'il y avait de l'autre côté. 1 demi fois 11,67 au carré, moins 10 fois 2. Je vais taper ça. Et pour l'instant, j'ai dû faire une bêtise. Ah oui, pardon, c'est ça. J'ai fait juste une bêtise à la calculette. Voilà, et je tombe sur 9,81 mètres par seconde. Ça, c'est V4. Et donc, nous, ce qu'on va coter, évidemment, c'est ça, E3 égale 4. C'est la mise en équation. C'est si vous vous êtes pas trompé avec votre valeur, que vous n'avez pas fait d'erreur de calcul. Mais si ici, à la place d'avoir 11,67, vous aviez 6 ou 3, ou si vous aviez pris la valeur de 10 qu'on vous donne, c'est pas grave. Tout ça, ça marche. Nous, ce qu'on code, c'est le raisonnement. C'est si vous y êtes capable d'arriver, si vous aviez eu la bonne valeur au départ. Il reste une partie, le point C ici. On vous disait, OK, j'arrivais ici avec une vitesse de 10 racine 2. Et puis là, j'avais un choc inélastique. Qui dit choc inélastique, il dit qu'on perd de l'énergie. D'ailleurs, on voit que ma vitesse en 3, elle est plus petite, elle est 11,67. Alors que, rappelez-vous, ça c'est environ 14. Du coup, quelle est l'énergie perdue? Et donc pour ça, on vous aide un peu, on vous demande de calculer l'énergie totale au point 2 et 3. Et donc, quelle est l'énergie au point 2? Un demi MV2 au carré. Et quelle M? Juste le wagon. Juste le wagon. En fait, encore une fois, on aurait l'énergie de l'acolyte, mais l'acolyte, il bouge pas. Et donc, ça vaudrait 0. Alors, en vrai, comme vous voyez, mon acolyte, si j'étais au niveau du sol, il aurait une énergie potentielle. Mais ici, il faut imaginer, on va dire, un très grand wagon où on ne change pas de hauteur. On va simplifier un peu le problème. On vous avait pas donné la hauteur, donc elle rentre pas. Que vaut mon énergie au point 3? Un demi. Les deux masses. V3 au carré.
Exactement, vous êtes des pros. Et donc ici, il faut juste calculer ça. J'ai 1/2 fois 330 fois 10 racine 2 au carré. Ça fait 33 000 joules. Et ici, j'ai 1/2 fois 330 plus 70 fois 11,67 au carré, ce qui fait 200 fois 11,67 au carré. Alors, ce qui fait 27 237,78 joules. Et alors là, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Ça, c'est la réponse attendue. Ça, c'est la réponse que j'ai eue. Vous voyez que ici, j'ai une différence. J'avais 225 et là, j'ai 237. Cette valeur-là, elle a été calculée pas avec 11,67, mais avec la vraie valeur, qui est 11,66, je ne sais plus combien c'était, on va dire 8, et tous les chiffres après la virgule. Donc vous voyez qu'ici, rien que le fait d'avoir arrondi ici un chiffre, ça change tout. Et ça change quel chiffre? Bah regardez, ici c'était le 4e chiffre, 1, 2, 3, 4. Le 4e chiffre, je l'avais arrondi. Bah regardez dans mon résultat, 1, 2, 3, je commence à avoir une différence au 4e chiffre. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage, pour écrire vos équations, c'est parfois plus simple d'écrire 11, 7. Mais si vous voulez pas commencer à avoir des erreurs qui se propagent et qui se propagent et qui se propagent, ben on vous conseille plutôt de stocker ça dans votre calculette, la valeur avec tous les chiffres. Ou alors de les écrire un peu sur le côté, sur une feuille de brouillon. Comme ça, vous commencez pas à avoir des erreurs d'arrondi. C'est relativement peu important en mécanique. Déjà, vous l'avez peut-être remarqué, si vous faisiez les tests à plusieurs ou si vous compariez vos résultats, on donnait des fourchettes en fait. Vous ne voyez pas sur Moodle, mais typiquement, si j'avais donné cet exercice, j'aurais dit la bonne valeur, c'est 272 225, plus ou moins 25. J'aurais dit ça sur Moodle, si j'avais dû faire cet exercice-là. C'est-à-dire que si vous mettez 27 200 à 27 250, je compte que c'est juste. Si vous allez au-delà, je me dis, ouf, il y a trop d'erreurs de précision, ou alors ça veut dire qu'il y a une autre erreur qui vient, et donc j'accepte plus. Mais ça, c'est ce que j'avais fait sur Moodle pour la plupart de vos tests. Donc faites quand même attention à ça. En mécanique, c'est moins important, mais je sais bien qu'en stats, on va y apporter de l'importance. Et en maths, pour certaines parties, je sais bien que sur vos tests Moodle, vous aviez aussi ce genre de problème parfois, donc faites attention aux arrondis. Ici d'ailleurs, je vais le faire comme si j'avais bien gardé tous les chiffres ici et mettre la valeur correcte, exacte du moins, qui est de 27 225 joules. Comme ça ne vous perturbe pas non plus d'avoir une différence ici entre les deux. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez ici, je préfère écrire 10 racine 2, parce que 10 racine 2, c'est pas arrondi. Alors que quand j'avais écrit 14,14, ce qui est plus ou moins égal à 10 racine 2, là j'ai arrondi. Et là vous voyez un peu l'utilité de garder les notations un peu plus mathématiques avec les racines, c'est qu'on n'arrondit rien. Et donc, ça c'était mon énergie avant la collision. Ça c'est mon énergie après la collision. Et donc je perds de l'énergie. Ici je peux faire 33 000 moins 27 225 et je tombe à donc 5 775 joules d'énergie perdue. Inélastique, donc j'ai perdu l'énergie. Cette énergie, que je vous dis, on la perd jamais. C'est pas perdu pour tout le monde. Ici, ça veut dire que j'ai dû fournir un travail pour réussir à faire ce choc inélastique. Et donc, ça va être l'énergie de frottement, l'énergie qu'on fournit mes muscles pour retenir la personne dans mes bras. Il va peut-être y avoir un choc, vous allez peut-être entendre
un choc entre ma cage thoracique et la sienne, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Et tant qu'à faire un peu sur comment ça se passerait en situation d'examen. J'ai une question. Je t'en prie, vas-y. L'exercice là, à aucun moment vous avez mis des frottements. Ça se peut qu'il y en a dans l'exercice d'examen. Alors en fait, dans l'exercice d'examen, je vous l'ai pas dit, mais la partie où on jouait avec les frottements, c'était ici. On disait qu'il y avait des frottements ici au niveau du sol. Et comme ça, là, vous aviez des frottements statiques, et là, vous aviez des frottements cinétiques. Mais comme je vous dis, ça, c'est l'exemple à l'examen, de cet examen-là. Ce serait tout à fait possible cette année-ci qu'on décide de faire un truc tout gentil de statique, et qu'en énergétique, on dise, attention, il y a des frottements ici, et il faut les prendre en compte, et comme ça, vous avez en plus un travail. Malheureusement, on n'a pas le temps en 2 heures de vous interroger sur tout. Et donc, aléatoirement, on fait passer certaines choses à la trappe. Vous voyez que dans cet examen-là, il n'y avait pas de collision élastique, que des collisions inélastiques. Par contre, la statique et la dynamique étaient bien poussées. L'année passée, on avait fait, je pense de mémoire, oui, en énergétique, on avait fait quelque chose de très compliqué. En énergétique, on avait fait l'exercice que vous avez eu. Ce n'est un ressort, une masse, une poulie et des frottements ici. Et donc là, vous voyez qu'en énergétique, il y avait un peu tout. Du coup, la statique et la dynamique étaient plus gentilles, etc., etc. Donc là, c'est juste un exemple, une année, ce qui s'était passé. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'exercice ou sur l'examen? Non, c'est bon. C'est bon? Ok. Alors, j'insiste vraiment, comme c'est un peu le dernier cours. Si à l'examen, vous avez un long exercice comme ça et qu'à un moment, vous êtes un peu perdu, il ne faut pas hésiter à poser une question durant l'examen. Comme je vous le dis, le pire qui peut vous arriver, c'est que le prof vous dise « je réponds pas aux questions » ou « ah, ça, tu devrais savoir ». Alors, mes collègues vont me tuer pour faire ça, hein, parce qu'en tant que surveillant, on préfère quand il n'y a pas de questions. Mais honnêtement, en tant qu'étudiant, c'est trop bête de rater une question d'examen parce que vous n'avez pas osé poser de questions. Vous levez la main, le prof vient. Et imaginons ici, vous dites, ah monsieur, là je suis pas sûr, c'est bien un choc inélastique. Bah, je vais vous répondre, ah bah, ça c'est à toi de réfléchir un petit peu, à toi de voir. Et là, bah voilà, vous avez posé une question qui servait à rien parce que je vous ai dit, ça c'est à toi d'estimer. Par contre, si vous me dites, ah monsieur, ici, est-ce que je dois calculer pour voir si j'arrive à monter cette hauteur-là, mais que je ne connais pas la hauteur? Bah là, je vous dirais, non, non, c'est juste pour vous dire qu'on ne connaît pas le chemin exactement, mais tu peux partir du principe que la vitesse ici, V1, elle est suffisante pour que tu passes la butte, te tracasse pas de ça. Et voilà, plutôt que d'avoir un étudiant qui va commencer à me faire, ah ici, je vois que c'est 5 mètres, je prends ma latte, donc là, je vois que j'ai 0,8 mètres, et donc je vais faire des calculs hyper compliqués, et que nous, on regarde la copie d'examen, mais on se dit, mais c'est pas du tout ça qu'on voulait, quoi. D'accord, donc n'hésitez vraiment pas si un énoncé n'est pas clair. Il faut vous dire que quand on fait les examens, cette année-ci, c'est M. Van Larbeek qui le crée. Après, moi, je le relis et Madame Cutting le relit. Et on change, on dit là, c'est pas clair, ça, c'est trop compliqué, on simplifie. Ah là, tu aurais pu ajouter ça, on va un peu changer les valeurs. On adapte tout. Mais on n'est que 3 et on est 3 profs. Et donc, on a parfois un peu l'habitude de ce qu'on attend. Le grand exemple que j'ai pris, c'est cette question-ci l'année passée. Ça, c'était une question de l'année passée. On vous demande, ici, on a un choc élastique. On vous le dit, voilà, le choc entre les billes est complètement élastique. Et on vous demandait quelles quantités physiques sont conservées. Bah, nous, ce qu'on attendait, c'était que vous nous disiez c'est un choc élastique, donc la quantité de mouvement avant est égale à la quantité de mouvement après. La quantité de mouvement est conservée. Et l'énergie cinétique avant est égale à l'énergie cinétique après. C'est ça qu'on attendait comme réponse. Et il y en a qui ont commencé à me dire la masse, la température. Et oui, c'est juste, la masse va pas varier, la température va pas varier. Mais, enfin, je ne vais pas vous donner de points pour ça parce que ce qui compte pour réussir l'exercice, ici, on essaie de vous guider en fait pas à pas pour réussir l'exercice D. Ce qui compte pour réussir l'exercice, c'était ces deux équations-là. Ça, on n'en a rien à faire.
Et donc si vous dites grandeur physique, je comprends pas trop, ben, posez la question plutôt que de partir dans un chemin complètement à l'ouest. Monsieur, Oui, question. je t'écoute, vas-y. C'est quoi la matière la plus dure selon Van Arbeek? D'après tous les profs, de mon point de vue, la matière la plus dure, c'est la statique et la dynamique. Ok. Parce que de mon point de vue, l'énergétique, en fait, toutes les matières sont compliquées une fois qu'on les connaît pas, hein, mais de mon point de vue, l'énergétique, il n'y a pas vraiment de surprise. Tu as une hauteur, c'est une énergie potentielle. Il y aura toujours de l'énergie cinétique si tu bouges. Après, si tu as un ressort, c'est toujours la même formule s'il est comprimé ou pas. Et puis, tu as le travail, la force ou la distance. Enfin, tu peux pas faire d'exercice vraiment compliqué avec ça. Le plus compliqué qu'on pouvait faire, c'était avec les deux ressorts. Mais je pense que si tu as compris cet exercice-là, après, il n'y a plus rien qui peut te surprendre. Alors que la statique, chaque situation est différente. Vous voyez, par exemple, là, ce qu'on avait avec ici la corde, les deux roues et le bonhomme, bah, vous avez beau être un king de statique, c'est nouveau. Il faut réfléchir, tiens, j'ai la corde ici qui tire avec la tension. Ici, j'ai les raies et j'ai mon poids du wagon et plus du bonhomme qui tire vers le bas. Mais le fait de mettre ces forces-là, on ne peut pas vous apprendre en disant il y a une hauteur, énergie potentielle, il y a une vitesse, énergie cinétique. Là, c'est juste, il faut regarder la situation. Et c'est pour ça qu'on a passé plus de temps sur la statique et la dynamique. Hein. À une nouvelle situation, mettez les forces. Et toujours essayer de visualiser les forces. Alors que pour l'énergétique, on met quasi jamais les forces. Et donc, c'est un peu plus simple de mon point de vue. Voilà. Maintenant, ce qui est assez contre-intuitif, c'est que d'expérience, quand on corrige vos copies, souvent les étudiants ont mis un gros paquet sur la statique et la dynamique. Surtout que ça fait longtemps qu'on l'a vu, on en a reparlé souvent, et donc ils s'en sortent mieux en statique et en dynamique. Et par exemple, l'année passée, cette question-ci a été très mal faite. Et je pense juste que c'est parce que les étudiants se sont dit, ah, on a vu ça au dernier cours, donc c'est pas important. Et donc nous, on s'était vraiment dit, cet exercice-là, ça va leur donner des points, c'est hyper facile. On demande l'énergie cinétique de l'étudiant, de la bille. Ça, la plupart, ils sont arrivés. Mais après, quand on demandait, c'est un choc élastique, c'est quoi les formules? Je dirais qu'il y a peut-être, allez, ouais, 10 étudiants sur 30 qui ont écrit ça, alors que de notre point de vue, c'était vraiment la question la plus facile. Donc méfiez-vous, c'est pas parce qu'une matière est plus difficile qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça va, ça a répondu à ta question ou j'ai juste réussi à te perdre en parlant pendant 10 minutes? Non, non, c'est bon, monsieur. Parfait. Ok. Alors honnêtement, si vous avez fait toutes les cotations permanentes et tous les tests bonus et que tout ça vous semblait bien, de mon point de vue, on vous a demandé beaucoup de travail. Mais du coup, si vous n'oubliez pas pendant le blocus et que vous continuez à maintenir ça, à retravailler des vieux chapitres, je pense vraiment que ça va bien se passer cet examen. Mais il faut savoir, c'est pour ça qu'on vous a demandé autant de travail, hein, que c'est un des cours qui a le plus bas taux de réussite en première année, où il y a environ 40% de réussite sur toutes les sessions confondues. Donc voilà, le négligez pas, c'est un gros morceau. Ok, alors, j'avais dit que je passais celui-ci. Hop. C'était une vidéo que je vous avais demandé de regarder. Pour le live d'aujourd'hui, j'aimerais bien un peu en reparler. L'idée, c'est qu'on a un ensemble de boules de même masse. Ça, c'est assez important. Et quand on enlève une, vous voyez que ça vient taper et qu'il y en a une autre qui part de l'autre côté. Alors, vous voyez que normalement, celles au milieu sont censées rester immobiles, mais comme il y a un peu de frottement, que c'est des chocs pas parfaitement élastiques, eh ben, à un moment, ça aussi. Et on perd de l'énergie à chaque choc. C'est pour ça qu'à un moment, ça arrête de rebondir. Mais vous voyez que le premier coup, il est très net. Le premier coup, on va avoir ma bille qui tombe et vous voyez qu'elle bouge pas du tout. Et puis après, petit à petit, avec les dissipations, ça marche pas à l'infini. Vous voyez, quand on prenait deux billes, cette fois-ci, il y en a deux qui vont partir à droite. Alors ici, il explique, voilà, elles ont une énergie potentielle qui va se convertir en énergie cinétique. Et là, hop, deux qui partent et vous voyez qu'on remonte à la même hauteur.
parce que l'énergie est conservée. Et petit à petit, on va monter de moins en moins haut, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a les frottements avec l'air, et surtout, on perd de l'énergie dans les chocs. Donc voilà, il le refait. Et on peut continuer comme ça avec plus de billes, c'est ce qu'on montre ici. Si j'en prends 4, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va monter plus haut. Eh ben, raté. Si je mets 4 billes, il y a 4 billes qui partent. Pof. Et ça part donc à la même vitesse. Si je lâche 3 billes et qu'il en reste qu'une, j'ai encore une fois que 3 billes qui partent. Ça, c'est super contre-intuitif. On a l'impression que ça va exploser la bille. Ben non, j'ai 3 billes qui partent. Voilà, bon, dans la vidéo, elle parle aussi, hein. C'est des amis de l'université de Namur qui ont fait ça. J'avais envie de vous montrer. Voilà. Alors, on va un peu réfléchir aux maths qu'il y a derrière. Premièrement, vous voyez ici qu'il y a clairement un rebond. Qui dit rebond dit qu'a priori, j'ai des chocs qui sont élastiques. Alors, au début, la première partie, je vais la faire pour vous. J'ai une énergie potentielle. Et donc, quand je viens ici taper mes billes, toute mon énergie potentielle est devenue une énergie cinétique. Vous êtes d'accord avec moi? Super. Alors maintenant, réfléchissons un petit peu. Ici, j'ai un choc. Donc, peu importe qu'il soit élastique ou inélastique, j'ai conservation de la quantité de mouvement, d'accord? Donc, j'ai la quantité de mouvement avant et il y a la quantité de mouvement après. Elle vaut quoi, ma quantité de mouvement, juste avant le choc, quand j'ai ma bille ici qui arrive avec une vitesse V? MV. Ou ici, chacune de mes billes a une masse M. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la quantité de mouvement ou est-ce que j'ai juste MV pour avant le choc? J'ai juste MV. Alors après le choc, on aurait pu se dire, je pourrais avoir une bille qui part. Si j'ai une bille qui part, elle part avec M. Et du coup, V', il vaut quoi? V divisé J'ai pas entendu. MV divisé par M. Voilà, V', il vaut MV. Oula. V', il vaut MV divisé par M. Et donc V', il vaut V. Alors, en fait, quand vous y pensez, c'est logique, hein. M fois V doit être égal à M fois V. Ça, c'est le cas où j'ai une bille qui part. D'accord? Où en fait, j'ai juste cette bille-là qui va repartir comme ça. Et tout le reste va rester immobile. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maintenant, imaginons si j'avais deux billes qui partent. Alors, vous voyez que les billes, elles vont rester collées. Donc, elles vont être à la même vitesse. Donc, si j'ai deux billes qui partent à une vitesse prime. Dans ce cas-là, V', il vaut quoi? MV divisé par 2. Il vaut MV divisé par 2M. Et donc, il vaut V'. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc ici, je peux remplacer V' par V'. Ça, c'est si jamais, c'est pas le cas, hein, mais si jamais j'avais deux billes qui partent. Alors que j'en ai lâché qu'une. Hein. Chaque fois, je lâche qu'une bille. Mais si j'avais deux billes qui partaient, elles partiraient à une vitesse de moitié.
Ça, c'est logique quand vous y pensez. Au début, si j'avais une bille avec une bille, pardon, avec une quantité de mouvement mv, ça va lancer une bille avec la même quantité de mouvement mv. Ici, si ma masse fait x2, alors comme ça doit rester identique, hein, si ici par exemple j'avais 10 kg x 5, ben, si je fais x2, j'ai 20 kg, ben, comme c'est une égalité, l'autre terme, je dois faire diviser par 2. Donc ça devient 2,5. Vous voyez, 10 x 5, ça fait 50. 20 fois x 2,5, ça fait 50 aussi. Et donc ma vitesse ici, c'est ce qui se passe. Ma vitesse, elle est divisée par 2. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui. Si au début j'ai une bille que je laisse avec une vitesse v, soit ça me lance une autre bille avec la même vitesse, soit ça me lance deux billes avec la moitié de la vitesse. Et je peux continuer comme ça en me disant, bah tiens, une autre possibilité, c'est que ça envoie 3 billes au tiers de la vitesse, ou que ça envoie 4 billes au quart de la vitesse. Pour l'instant, si j'emploie mes équations de la quantité de mouvement, tous ces cas-là sont possibles. Il n'y a rien ici qui me dit si c'est plutôt une bille qui part ou deux billes qui part. Et là, quand je vous avais posé la question, c'était juste pour voir un peu si vous aviez une idée de ce qui allait se passer, mais intuitivement, c'est très très dur de savoir ce qui se passe. Ça, c'est la première partie. Alors, je vais passer au slide suivant. Gardez ça. Bon, il y aura un petit reliquat, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Hop. Ça, c'est la partie choc. On ne sait pas trop ce qui va se passer là. Par contre, j'ai un choc qui est élastique. Qui dit choc élastique dit que j'ai la quantité d'énergie cinétique avant le choc qui doit être égale à l'énergie cinétique après le choc. Je ne peux pas avoir de déperdition d'énergie. Et donc, on va essayer. Avant le choc, j'ai toujours une bille avec une certaine vitesse. Et donc, l'énergie avant le choc, c'est un demi mv carré. Vous êtes d'accord avec moi? Ou pas? Oui. Voilà, ça c'est quand je lâche une bille, elle a une énergie d'un demi mv carré. Maintenant, s'il y a une seule bille qui part, ben une bille qui part, c'est un demi mv carré. Par contre, si j'avais deux billes qui partaient, vous voyez que la masse cette fois-ci c'est 2m et la vitesse c'est v demi. Si j'ai 3 billes qui partent, ça veut dire qu'au total j'avais une masse de 3m qui part au tiers de la vitesse. Et si j'avais 4 billes, oula, je sais pas pourquoi j'écris un tiers ici, j'ai un demi fois 4m fois le quart de la vitesse au carré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai écrit à droite pour l'instant? Est-ce que vous comprenez d'où ça vient? Oui. Et donc, si je calcule ça, par exemple celui-ci, j'ai 1 demi fois 2m fois v demi au carré. Si je calcule le carré, ça fait 1 demi fois 2m fois v carré sur 4. 2 au carré, ça fait 4. Et donc ça fait 1 quart de mv carré. Donc si je l'écris, ceci, c'est égal à 1 quart de mv carré. Le deuxième, j'aurai 1 demi 3m sur v carré sur 9.
Et donc ceci, ça fait un 6e mv carré. Si j'avais eu 4 billes, j'aurais eu 1 demi 4m fois v carré sur 16. Et donc ceci, ça m'aurait donné un 8e de mv carré. Et alors là, vous voyez que dans le premier cas, j'avais bien 1 demi mv carré égale 1 demi carré. Ça, c'est OK. Mais par contre, ici, 1 demi mv carré, c'est pas égal à 1 quart de mv carré. Tout ça, c'est différent. Oula, oui. Désolé, j'avais oublié que c'était pas une image. Ici, j'avais 1 troisième. C'est mieux, hein. Ici, pareil, 1 demi mv carré n'est pas égal à un 6e. Et ici, pareil aussi, 1 demi mv carré n'est pas égal à 1 8e mv carré. Et donc, vous voyez que du point de vue collision, du point de vue choc, j'aurais pu avoir une bille qui part, 2 billes qui partent, 3 billes qui partent. Elle serait juste partie de moins en moins vite. Mais du point de vue énergie, comme il y a ce carré qui vient jouer ici, j'ai pas tout qui est autorisé. La seule chose qui est autorisée, c'est que j'ai une seule bille qui part. Si j'avais une bille de départ, hein, si j'ai 2 billes de départ, bah vous verrez que la seule chose qui est autorisée, c'est 2 billes qui partent. 3 billes qui partent. Et il y aurait moyen de faire ça pour tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Et c'est ce qui explique pourquoi quand j'avais un certain nombre de billes, par exemple 3 billes qui venaient en taper une seule, bah j'avais quand même 3 billes qui partaient. Sinon, mon énergie cinétique n'était pas conservée. Et donc, les cas où je vais avoir plus de billes qui vont bouger, c'est quand j'ai des chocs inélastiques, que j'ai des pertes d'énergie. Et c'est pour ça, en fait, que vous voyez ici au début, il y a vraiment juste exactement 2 billes qui partent. Mais petit à petit, mes chocs dissipent de l'énergie, et donc je ne vais plus avoir des collisions parfaites où je peux avoir que 2 billes qui partent, et petit à petit, vous allez voir qu'elles commencent un peu à bouger au milieu, et à la fin, ça s'arrête. Ça, c'est le pendule de Newton. C'est le fait qu'on ait un choc élastique, donc qui est conservation de la quantité de mouvement, et de l'énergie cinétique. Il n'y a pas moyen de le résoudre directement mathématiquement, enfin, c'est plus compliqué. Donc là, je préférais faire avec vous en 2 étapes. Tiens, qu'est-ce que ça me donnerait si j'avais tel ou tel choc, si j'avais une bille qui partait, 2 billes qui partaient? Et est-ce que c'est possible? Et on voit que le seul qui est possible, c'est qu'on ait exactement le même nombre de billes des deux côtés. Oups. Une bille à gauche, une bille à droite. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, pour moi, le cours est fini. Du coup, comme on ne se verra plus, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. N'oubliez pas que sur Moodle, à la fin de chaque chapitre, il y a un fichier PDF avec des exercices supplémentaires, que ce soit sur la statique, la dynamique, la cinématique. Il manque encore celui sur l'énergétique. On est en train de le créer. Il sera là avant le blocus de Noël, promis. Maintenant, quand exactement, c'est Madame Cutting qui s'en charge, comme on répartit. Vous avez jamais vu Madame Cutting dans les vidéos, mais c'est parce qu'elle fait des exercices supplémentaires. Je vous encourage vraiment à les faire. De mon point de vue, si vous avez fait tous les exercices supplémentaires, vous avez fait tout ce qu'il y a dans le cours, il n'y a aucune raison que ça se passe mal à l'examen. Je vous rappelle que les discussions comme on vient d'avoir maintenant, il n'y aura pas à l'examen. Ce qu'on vous demande à l'examen, c'est vraiment des exercices classiques. Hein, pas un truc comme ça, on vous dit sans calculer, trouver un peu quelles sont les hauteurs des billes et tout. Ce sera plus quelque chose comme ceci. Voilà. On a un wagon, il part du point 1 au point 2, il y a 5 mètres, quelle est sa vitesse, etc. La seule question qu'on peut vous demander, vraiment, c'est comme vous l'avez vu ici. Voilà, quand j'ai un choc élastique, qu'est-ce qui est conservé? Quantité de mouvement, énergie. Mais il faut que vous vous rendez compte que quand on fait ça, c'est en fait pour vous aider à l'examen. Hein. C'est pour vous dire,
on va un peu vous mettre pas à pas, plutôt vous dire trouver la vitesse de la bille 2, vous dire allez, rappelez-vous, c'est un choc élastique, qu'est-ce qui est conservé? Et si vous avez bien travaillé toute l'année, ce dont j'ai l'impression, je pense vraiment que ça devrait bien se passer. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite aussi déjà un joyeux Noël. Et on se voit le 11 janvier. Pas aussi, monsieur. Au revoir.